Bonjour Félicia. Bonjour. Bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses en province de Luxembourg. Bienvenue à toi. Merci. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Phénixia. Je parle de crimes et disparitions, c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir disparu, des personnes qui ont été assassinées. C'est des sujets sombres en grande partie. Donc voilà, je sors une vidéo sur ma chaîne 2 fois par semaine. Et voilà, en soi, c'est parler de ce genre de sujet un petit peu sombre qui englobe la mort. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le milieu? Alors, dans ce sujet spécifique. Ok. Ça, c'est une histoire un petit peu plus longue. Donc moi, en fait, j'ai fait l'IAD, qui est l'Institut des Arts de Diffusion. Oui. C'est donc une école, c'est à Louvain-la-Neuve. Donc c'est une école en soi pour l'audiovisuel. J'ai fait 4 ans là-bas, parce que j'ai doublé ma première. Donc j'ai fait de nouveau ma première, la deuxième et la troisième. Et en troisième, il s'est avéré que j'ai comme développé, elle était déjà là, mais en tout cas, j'ai une maladie mentale, trouble mental qui a émergé, ce qui a fait que j'ai dû stopper mes études. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée un petit peu seule chez moi, à pas savoir quoi faire de ma vie, parce que je me suis dit, ok, je peux pas. J'étais à quelques semaines d'avoir mon diplôme, que j'ai pas pu avoir parce que du coup, j'avais ce trouble mental. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui me préoccupe énormément, c'est les disparitions, c'est les personnes qui sont assassinées. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai très peur justement que mes parents se fassent assassiner, que ma famille se fasse kidnapper ou voilà. Et donc j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube à ce sujet-là. Et là, je me suis dit, écoute, t'es toute seule chez toi, tu sais pas quoi faire. Parle de ce qui te touche, parle de ce dont t'as envie de parler, de partager au monde. J'avais l'impression de pouvoir aider aussi, en me disant, moi, si ma famille disparaissait, si quelqu'un de ma famille se faisait assassiner, j'aimerais bien que quelqu'un en parle. Voilà, j'ai décidé de prendre un petit peu ce rôle-là. Et comme je pouvais pas sortir de chez moi spécialement, parce que du coup, je n'allais pas bien, j'ai pris ma caméra, j'ai pris mon micro et j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et quelle est la première histoire que tu as racontée? Alors, c'était l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Kyle, qui a disparu. Je vais pas trop raconter l'histoire, mais en tout cas, c'est un homme qui a disparu et ça touche aussi à la maladie mentale. Donc, j'étais contente de commencer ma chaîne avec quelque chose où je pouvais m'exprimer sur des troubles, Il a aussi souffert, en fait, ce monsieur-là, d'épisodes où il se rappelait plus ce qui s'était passé dans sa vie sur une longue période. D'amnésie, pardon, c'est ça. Et moi, j'ai vécu ça et je me suis dit, ok, ça touche 2 choses dont je veux parler, les disparitions. Et donc, voilà, c'est ça, tout ce qui touche aux maladies mentales. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette histoire en premier sur ma chaîne. Elle me touchait plus que les autres, j'ai envie de dire. Et voilà. Et maintenant, tu as combien d'épisodes environ? Je dirais plus de 300. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais ouais, je pense plus de 300. J'ai vraiment beaucoup travaillé, oui. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui souhaiterait se lancer comme youtubeur? Alors, c'est bateau, je pense que tout le monde dit ça, mais je dirais qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Je dirais que on fait pas ça pour être connu, pour être une star, etc. Parce que ça arrive à très peu de monde, au final, de devenir Squeezie ou ce genre de choses. Comme dans tout dans la vie, j'ai envie de dire, quand on devient restaurateur, rares sont les gens qui commencent à avoir des étoiles sur le guide Michelin, etc. Ça arrive, mais voilà. C'est un peu pareil sur YouTube, c'est qu'on se lance là-dedans parce qu'on a une passion pour quelque chose, que ce soit pour l'audiovisuel, que ce soit un truc en particulier, moi pour le crime et disparition et l'audiovisuel. Et on fait ça parce que ça nous plaît, parce qu'on veut partager quelque chose. Donc c'est déjà le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est d'être heureux de faire ça et de faire ça pour les bonnes raisons. Et deuxièmement, j'irais de se concentrer un petit peu sur la technique, c'est-à-dire le son par exemple, se dire ok, pour commencer j'aimerais bien avoir un bon son, parce que le son est très important, plus que l'image même. Et je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un de se lancer, c'est de soigner son son. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, donc faut essayer de se faire remarquer et pas lancer quelque chose qui soit pas ouf techniquement. Donc voilà, je pense, si on veut se lancer, commencer par acheter un bon micro. Voilà. La qualité sonore très importante. Ça. Ouais. Et toi, l'ensemble de tes contenus, ils sont disponibles uniquement sur YouTube? Oui, je fais aussi des vidéos sur TikTok depuis pas très longtemps. Oui. Donc oui, j'ai quelques petites... En fait,
sur TikTok, c'est des vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec celles de YouTube. Ah, ok. C'est-à-dire que je parle d'autres histoires. Je prends pas mes vidéos YouTube que je raccourcis et je les mets sur TikTok. C'est un contenu exclusif. Je parle quand même de crimes et disparitions, mais c'est un contenu exclusif. Puis j'ai mes vidéos YouTube, mais c'est tout. C'est les deux seuls endroits où on peut me retrouver. Ok. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué dans toutes celles que tu as diffusées? Il y en a... Une ou peut-être plusieurs. Il y en a plusieurs. Je pense que dans tous les cas, les histoires qui m'ont le plus marqué, c'est les histoires que j'ai pu partager avec la famille des victimes. Parce que souvent, je travaille avec les sources que j'ai sur Internet, ce qui est normal, je peux pas tout le temps parler avec la famille des victimes, mais il y a quelques vidéos où c'est la famille qui est venue vers moi, où on a pu discuter, où on s'est appelé. Et je crois que c'est ces cas-là qui m'ont le plus touchée. Donc j'ai une vidéo sur une femme qui s'appelle Christiane Gendron. Ouais. C'est une femme qui a disparu et j'ai parlé avec sa fille qui s'appelle Sabrina. Et c'est la première personne à qui j'ai parlé qui faisait partie d'une famille des victimes. Et c'est sa maman qui a disparu. Et moi, c'est ce qui me faisait peur. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Et le fait de parler à cette femme qui a perdu sa maman, qui a disparu, elle sait pas où elle est. Il y a plein de questions. La police ne l'aide plus beaucoup spécialement, ça m'a énormément touchée. Donc je pense que c'est le premier cas qui m'a vraiment travaillé pendant plus longtemps que les autres. Sinon, il y a aussi le cas de Marilyn Bergeron. C'est une jeune femme qui avait 24 ans, 25 ans, je sais plus exactement son âge, qui a disparu au Canada. Et elle aussi, son histoire m'a touchée à la base. J'ai trouvé son histoire sur Internet. Ça, c'était quelque chose que j'ai écrit moi-même en cherchant mes propres sources. Et puis, c'est la famille qui m'a envoyé des messages par après pour me dire « Oh, merci beaucoup, ça nous touche énormément que tu aies fait ça pour nous. » Donc, j'ai continué à parler avec eux. J'ai même parlé avec des potentiels témoins. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, qui s'est avéré être une histoire un petit peu rocambolesque. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de choses sur cette affaire. Et donc, ça m'a rapproché autant de la famille de Marilyn, mais aussi de Marilyn elle-même. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un lien avec cette femme. Oui, c'est ça. Et comment tu choisis les histoires? Alors, je vais sur un site qui s'appelle Medium. C'est un site... où pas mal de personnes peuvent écrire leur propre article. Je sais pas si tu connais. Non. Ok, c'est super cool comme site. N'importe qui peut vraiment écrire ce qu'il a envie et tout le monde peut le lire. Donc il y a du crime et disparition, mais il y a tout. Et moi, ça fait longtemps que je vais dessus pour lire des histoires, que ce soit du crime et disparition, mais plein d'autres choses aussi. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent qui écrivent dessus. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je lis les histoires. Et quand il y en a une qui m'intéresse, qui me touche particulièrement, parce que je choisis mes histoires vraiment à l'affect. Donc si ça me touche, j'en parle. Donc à chaque fois, quand je trouve une affaire qui me parle, je l'écris sur une petite liste. Et je sais qu'après, je ferai plus de recherches pour pouvoir en parler sur ma chaîne. Ok. Et comment se passe le travail de montage, etc. Ça te prend du temps? Quel est l'envers du décor? Alors, l'envers du décor, c'est qu'on est deux en fait sur la chaîne. Donc il y a moi et il y a mon fiancé qui s'appelle Sean, qui lui s'occupe... Félicitations. Merci. Et donc oui, lui il s'occupe du montage des vidéos, de la mise en ligne, etc. Lui en plus, il est à l'IAD lui aussi en master réalisation de télévision. Donc il a quand même plusieurs trucs, il sait... Utile. Voilà, c'est ça aide quand même pas mal. Donc oui, c'est ça, c'est lui qui s'occupe plutôt de la DA, etc. pour essayer de faire un bon contenu. Et moi, je m'occupe de ce qui est recherche et d'être devant la caméra, quoi. C'était quoi la question en plus? La question, c'est comment se passe l'envers du décor pour arriver à une vidéo finie, en gros. Oui, donc c'est ça, je choisis mon sujet, je l'écris. Donc toi, tu fais le script, quoi. Ouais, c'est ça, mais j'écris vraiment comme je parle. Donc c'est ça, il n'y a pas de belle formulation dans mes scripts. Vraiment, j'écris comme je parle pour qu'ensuite je puisse presque lire ce que j'écris et que ça paraisse naturel à l'écran. Surtout que donc sur mon script, ensuite, je prends des photos et je surligne les endroits où il y a des photos. Comme ça, je sais que c'est les endroits où je suis pas spécialement obligée de regarder la caméra et que je peux un peu plus lire mon texte. Donc voilà. Et ensuite, c'est ça, j'envoie les rushs à Sean et il s'occupe du reste. Et donc, comment se passe une journée type, du coup? Tu commences à quelle heure? Termines à quelle heure? Il y a des pauses? Alors, c'est dur? Je travaille tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc samedi, dimanche. C'est ça, tous les jours. Et alors, je suis pas une lève tôt, je suis une lève tard. Donc je commence ma journée vers, je dirais, 13h. Ouais. Puis je travaille directement.
Genre, avant même de faire quoi que ce soit, je prends mon ordi, je travaille. Et voilà, je continue jusqu'à 22h. Donc il y a un jour où je vais me dire, ok, aujourd'hui je fais le scénario. Donc de 13h à 22h, j'écris un scénario. Puis le lendemain, ça va être les photos. Donc de 13h à 22h, je fais les photos. Et puis ensuite le lendemain, enfin le surlendemain encore, c'est l'enregistrement. Et là souvent c'est une journée plus petite parce que je fais juste l'enregistrement. Puis c'est bon. Donc là, c'est ma journée un peu de repos, j'ai envie de dire. Mais je sors 2 vidéos par semaine, donc j'ai pas non plus le temps de me reposer trop. Plus les TikTok. Donc j'ai aussi les TikTok à faire qui me prennent un peu de temps. Ouais, c'est ça. Et quel serait ton rêve? Mon rêve? J'ai beaucoup de rêves. Mais en lien avec ma chaîne, en tout cas, j'aimerais bien avoir... un contenu plus produit peut-être. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est aller, c'est aller vers les victimes, enfin la famille des victimes, pouvoir les rencontrer en vrai, avoir une équipe qui me filme en train de les rencontrer, en train de plus immersif. C'est ça, plus immersif, et pouvoir aider dans l'enquête aussi. Pour le moment, enfin, moi je peux pas aider dans l'enquête. Moi, je relais les histoires, ce qui est important. La médiatisation, c'est très important, mais je peux pas enquêter parce que j'ai pas d'argent oui, j'ai l'argent de YouTube qui me permet de vivre, mais j'ai pas de production derrière qui me permet de faire plus que ça, de me déplacer, etc. Donc avoir un contenu plus produit, je dis pas, j'ai pas spécialement le rêve de passer sur une chaîne télé. Si ça se passe un jour, tant mieux. Mais rien que produire un peu plus ma chaîne YouTube, bah c'est quelque chose qui me ferait plaisir, ne serait-ce que pour pouvoir aider un peu plus. Oui. Et justement, pour toi, quels sont les défis, les enjeux pour un YouTuber à l'heure actuelle? Ou comme toi en tant que youtubeuse, quels sont les défis que tu sens au quotidien ou les limites de l'activité? Je pense que les défis au quotidien, c'est d'affronter les chiffres. Affronter les chiffres? Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a les vues qui baissent ou les vues qui augmentent, il y a les likes, les dislikes. Et ça, en vrai, je trouve que ça entache ce métier qui est trop chouette en soi, parce que être youtubeur, c'est être dans le partage, c'est pouvoir raconter aux gens ce qu'on a envie de raconter, partager ce qu'on veut partager. Et puis, malgré tout, on tombe dans ce truc où faut pas que les followers baissent trop, faut qu'ils augmentent assez, faut pas qu'on ait moins de vues que d'habitude. C'est exigeant, il y a un peu de pression. Mais oui, c'est ça, et je trouve ça triste. J'essaie de pas m'y atteler, mais malgré tout, je trouve que c'est ce qui entache un petit peu ce métier. C'est un défi personnel et psychologique d'arriver à les affronter, à les surmonter, justement. À passer outre, parfois. À passer outre, c'est ça. Et d'un autre côté, on se dit, si j'ai plus de chiffres, si j'ai plus de followers, bah ça va me permettre peut-être d'avoir un jour ce contenu produit. Donc, c'est un peu compliqué, il faut essayer de gérer ce truc-là. C'est ça que je trouve... chaud un petit peu là-dedans. C'est ça, au quotidien. Ouais. Voilà, savoir rester calme. C'est ça. Savoir gérer les émotions. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu mon copain qui s'en occupe, qui me dit non mais t'inquiète, ça va, t'es dans le bon, t'en fais pas. Parce que, ouais, surtout que j'ai aussi encore mes soucis psychologiques, donc il faut quand même que je fasse attention à moi, que je fasse attention à ma santé mentale. Et donc c'est pour ça, essayer de prendre du recul. Prendre du recul, c'est très très important. Et qu'est-ce que tu imaginerais qu'on pourrait mettre en place, singulièrement en province de Luxembourg, puisque le labo c'est Made in province de Luxembourg, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ici dans notre région pour soutenir les activités de youtubeurs ou même d'influenceurs au sens large? Ce qui serait trop trop chouette, je sais que ça se fait pour les films, on va donner, par exemple, des gens vont venir avec un scénario, le présenter devant un jury, et on va dire, ok, je te donne un petit peu d'argent pour que tu puisses produire ton film. Ce serait chouette que ce soit ça, avec des jeunes youtubeurs par exemple, qui viennent avec leur projet en disant voilà, moi j'aimerais bien faire une série par exemple de 4-5 vidéos sur une chaîne existante ou une chaîne à créer, et qu'on puisse leur dire ok, on t'octroie un budget pour que tu puisses le faire, et voilà, c'est ça. C'est excellent. Ce serait trop bien, ce serait vraiment génial. Ça n'existe pas, je pense. Non, c'est ça, et ça j'aimerais trop. Parce que ça existe dans la fiction, mais ça n'existe pas spécialement sur YouTube, quoi. Ouais. Ce serait trop trop chouette. De forme d'appel à projet audiovisuel, ça marcherait trop. Mais il y a plein de jeunes qui souhaitent se lancer. Mais c'est ça, ça motiverait plein de gens, enfin, ce serait trop cool, trop trop cool. Merci beaucoup pour la recommandation. On garde ça à l'esprit, au cas où. Alors, pour poursuivre, moi, je voulais savoir si tu avais une éventuelle anecdote qui t'était déjà arrivée, qu'elle soit incroyable ou marrante, ou les deux, qui t'est déjà arrivée et que tu souhaiterais nous partager.
Alors, j'en parlais tout à l'heure avec le cas de Marilyn Bergeron et le fait que j'ai interrogé des témoins, etc. Ce qui s'est passé, c'est que donc je lance cette vidéo sur ma chaîne et c'était le début de ma chaîne. Donc je faisais très attention à tous les messages que je recevais, etc. Et là, il y a un homme qui m'envoie un message qui me dit « Écoute, moi je suis un des témoins clés dans cette affaire. Je n'ai jamais parlé à la police et je pense que c'est moi qui ai vu Marilyn en dernier. Parce que personne... En fait, grosso modo, Marilyn a été emmenée dans un café qui était un petit peu loin. Il fallait qu'elle prenne la voiture pour aller à ce café-là. Et personne ne sait qui l'a amenée là-bas. Et cet homme me dit « C'est moi. C'est moi qui l'ai amenée dans ce café. » Et ça avait jamais été dit auparavant? Mais jamais. Et cet homme-là me dit, j'ai jamais parlé à personne. T'es la première personne à qui j'en parle. C'est un truc de dingue. Et là, je me dis, mon Dieu, mais c'est fou ce qui m'arrive, quoi. Et donc, je lui dis, si tu veux, on se parle. Donc, il habite à Montréal, vu que c'est une affaire québécoise. Je lui dis, si tu veux, on s'appelle en Google Meet et tu me racontes tout ça. Moi, j'enregistre et je mets ça sur YouTube. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait. Et maintenant, je pense que j'aurai plus de recul sur la situation et je balancerai pas comme ça sur YouTube des informations aussi cruciales. Mais c'était le début de ma chaîne, je le répète. Donc, je balance un petit peu cette vidéo sur YouTube qui semble extraordinaire, en fait. Je me dis, mais je vais permettre... C'est un élément clé. C'est ça. Et donc là, la GRC, donc, qui est la police du Québec, du Canada, me contacte et me dit, écoute, retire cette vidéo. Parce qu'en fait, cet homme-là, il est connu. Et cet homme-là, en fait, c'est une personne très dangereuse. Il est connu comme étant le Joker de Montréal. Donc déjà là, ça fait déjà très peur. Ce qui s'est passé, c'est que un petit peu avant qu'il me contacte, cet homme avait fait une vidéo qu'il avait postée justement sur les réseaux, notamment sur YouTube, où il s'était déguisé en Joker. Et en fait, il avait dit, c'est vraiment très très triste, il avait dit, bah, je vais tuer une personne arabe par semaine. Voilà. Et il avait lancé ça partout sur les réseaux. Et là, je me dis, mais j'ai donné du crédit à cette personne, je l'ai interrogé, je lui ai permis de se mettre en avant, et je me sens tellement mal à ce moment-là. Ce type-là commence à me harceler, à m'envoyer des messages de partout, vraiment, c'est... Donc je sais pas quoi faire, je retire la vidéo, évidemment. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que grâce à ça quand même, comme l'histoire était un peu étrange, l'enquête a pu être réouverte. Donc... Malgré tout, même si ça a été pas mal de choses moins bien et des choses un peu mieux, etc., c'est ça, l'enquête a été réouverte. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est la première fois dans ma carrière sur YouTube où j'ai vraiment réellement pu faire avancer une affaire au niveau de la police, au niveau juridique, etc. D'accord. Donc, j'en garde un souvenir... Un bon souvenir, mais un peu amer quand même. Enfin, c'est spécial. Ouais. C'est ça, un peu spécial, mais voilà, je pense que c'est une des plus grosses anecdotes sur ma chaîne YouTube. Je la raconte là, même pas mal. Anecdote, même du labo, je pense. C'est ça. Mais voilà, mais en tout cas, la famille de Marilyn m'a quand même remerciée parce que j'ai essayé de faire avancer et ça a été quand même assez chouette. Alors, le temps avance pas mal, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, pour poursuivre, j'aurais voulu savoir si tu avais une suggestion, justement, d'un ou d'une prochaine invitée qu'on pourrait avoir pour un prochain épisode du Labo. Tout secteur confondu, just Made in Province de Luxembourg. Made in Province de Luxembourg. J'ai un ami qui est monteur. Il monte des films, il a fait l'IAD aussi. Ah oui? Ouais, c'est ça. Il est vraiment chouette. Il connaît bien son travail. Il s'appelle Mathieu Lecky. Ah oui, je crois que je connais. Mathieu Lecky ? Qui est d'ici, du sud de la Provence. Ouais, c'est pas la région de Chigny ou quelque chose comme ça? Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que je le connais. Il est vraiment, vraiment chouette. Et je pense que ça pourrait être chouette de l'interroger. D'accord, bah c'est bien noté. On le met dans notre longue liste maintenant d'attente pour les prochaines invités du Labo. Mais merci beaucoup à toi d'avoir pris part à l'expérience. J'espère que ça t'a plu. Invité. C'était vraiment chouette. Oui. Et puis on te souhaite une bonne continuation. Merci, et à toi aussi. Merci. Au Labo. Voilà, et je te dis à bientôt. À très bientôt.